bienvenue au Salon international de l'agriculture. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À travers champs. Comme tous les jours, cet après-midi, c'est l'après-midi pour une fois et non pas le matin. Les horaires changent un petit peu. Bonjour d'ailleurs Manon Blangis. Bonjour Bastien Cochet, bonjour à tous. On continue aujourd'hui bien sûr notre tour de France de l'agriculture en découvrant deux nouvelles régions aujourd'hui Manon. Et oui, on part à la découverte de deux régions donc qu'on connaît bien Bastien aujourd'hui, puisque la première c'est l'Île-de-France. Je dois l'avouer, je suis une pure francilienne. Voilà, et donc j'ai hâte qu'on reçoive les producteurs de la région où on se trouve d'ailleurs. Et puis la deuxième région, on va descendre un petit peu dans le sud et on va même passer de l'autre côté de la Méditerranée avec cette fois-ci votre région, Bastien, celle où vous êtes né, la Corse. La Corse, effectivement. Bastia, magnifique ville, je ne dis pas ça parce que j'y suis né. Au menu, des excellents produits du terroir bien sûr, que ce soit à manger ou à boire, qu'on va découvrir en plateau mais aussi bien sûr en duplex avec nos équipes qui sont sur le terrain. Et Manon, plein d'autres surprises. Bien oui, puis comme tous les jours, on en apprend un peu plus sur le monde agricole, ses initiatives et surtout ses innovations pour une agriculture plus responsable. Et oui, on est ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti pour le 7e épisode d'À travers champs au Salon de l'agriculture 2022. Hop, et j'arrive, je suis un petit peu en retard, on se téléporte avec Manon puisque nous sommes avec Alexis Bragard. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à travers champs et commenter sur MRG, commenter aussi sur YouTube et Power Boost. Et pour démarrer cette émission, donc, on fait un petit tour d'horizon avec vous Alexis, comme chaque jour, vous nous faites un résumé de la journée précédente au Salon Agriculture. Quels ont été les moments marquants hier, Alexis? Alors Bastien, il y a tout d'abord eu la visite de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Vert. Il a arpenté le salon de long en large et en travers. Il s'est arrêté sur le stand de nos voisins Pailly en France pour y découvrir le monde maritime. Il a rencontré quelques éleveurs, il s'est baladé principalement dans le pavillon des nouvelles technologies, évitant le pavillon des animaux. Et il y avait d'autres hommes politiques présents dans le salon? Oui, Bastien, Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, était aussi présent. Il a essayé une activité insolite, laver les vaches. On peut dire qu'il était en quelque sorte l'éléphant bleu du salon de l'agriculture. Il y avait aussi le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est aussi baladé sur le salon. Il a rencontré la vache égérie Neige. Il a échangé avec les syndicats agricoles, notamment sur les revenus. Nicolas Dupont-Aignan, qui avait comparé Facebook ou Twitter à Radio Londres, a encore utilisé ses écouteurs comme arme de communication massive. Il a échangé avec des visiteurs ou exposants avant de poster les séquences sur les réseaux sociaux, laissant un certain rire et des moqueries sur les réseaux sociaux. Et enfin, Alexis, vous avez déniché pour nous peut-être la vidéo la plus drôle de tout le Salon d'agriculture. Alors oui, on y découvre le célèbre candidat Jean Lassalle qui réalise un paquito. Chez vous, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'un paquito. Le paquito est un jeu sportif basque où une personne est portée allongée par des participants sur la musique du club de rugby de Bayonne, la Peña Bayona. On y voit le candidat se lancer porté par une grosse dizaine de jeunes hommes. Ce moment est historique, un vrai moment d'histoire. Historique, ouais. En plus, on l'a d'ailleurs nous-mêmes croisé, Jean Lassalle. Il a une popularité vraiment énorme dans ce salon de l'agriculture. J'ai cru que vous aviez fait une paquito là. Non, pas encore. Merci en tout cas, Alexis, pour nous avoir conté cette journée qui était visiblement exceptionnelle. Et une autre pour qui toutes les journées sont exceptionnelles et complètement dingues, c'est Mathilde Couvillère-Flornoy, parce que tous les jours, elle arpente les allées du salon à la découverte de nouvelles choses, de nourriture, de boissons, mais aussi d'animaux. Eh bien oui. Et dans quelques instants, on pourra aller la voir. Elle est dans un pavillon juste à côté, le pavillon 6, là où il y a les chevaux. J'ai vu l'animal avec lequel elle va être, c'est du très très lourd au sens propre comme au figuré. Il me semble que c'est un percheron, donc pour les connaisseurs, c'est un très gros cheval, voilà, un cheval de trait. Donc on a une belle bête qui nous attend, elle va nous expliquer un petit peu pour tout savoir sur cette race de chevaux. Le percheron, donc cheval de trait. Et on est avec elle en studio, on rejoint Mathilde Couvillère-Flornoy qui est donc avec un magnifique cheval, Mathilde. Oui, bonjour. Alors, je suis avec Elio Dumaret. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un cheval de trait, un percheron. Alors, il est très, très imposant. À votre avis, combien il pèse? Alors, avec Dimitri, on s'est demandé. Il fait presque une tonne, en fait. Il fait 960
76 kilos, c'est énorme. Il est hyper impressionnant. D'ailleurs, on l'a vu hier, il a fait un tour dans le ring. Les gens étaient hyper impressionnés. Alors, depuis tout à l'heure, il a l'air pas très content. Il fait des bruits et Dimitri, il arrête pas de Dimitri n'arrête pas de se reculer. Il lui fait un petit peu peur. Effectivement, donc ce cheval, il est très très imposant. Il n'est pas fait pour être monté. On a vu ça hier avec son propriétaire. Il s'en sert surtout pour les calèches. En fait, il tire les gens comme ça pour le tourisme en fait en Normandie. Apparemment, vous pouvez faire ça sur les plages de Cherbourg. C'est très sympa. Mais voilà, donc ça reste quelque chose. Hein. Enfin, un cheval vraiment très très gros. Mais il est vraiment très très beau aussi. En face de moi, il y a quelque chose, enfin, un petit poney qui est beaucoup plus mignon, hein, rien à voir avec le gros cheval percheron qu'on vous a montré. Là, c'est un poney des Shetland. Alors, il est actuellement en train de se gratter, voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus mignon hein, que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est plus petit, plus accessible, bien sûr. Ils sont tous mignons. Les petits l'utilisent beaucoup en fait quand on apprend à faire de l'équitation. On monte d'abord sur les poneys des Shetland parce que justement ils sont très faciles, très apprivoisables. Donc voilà. Mathilde Couvillard-Flournoy, c'est des chevaux qui ont été médaillés, il me semble. Ils ont reçu des prix, notamment les percherons. C'est une race où il y a des concours agricoles pour ces chevaux-là. Oui, le percheron, c'est une race pure, hein, faut pas l'oublier. C'est vraiment un cheval qui a subi aucun croisement. Donc, c'est pour ça qu'on les garde justement pour leur musculature super impressionnante. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tirer notamment des charges très, très lourdes. Une musculature impressionnante, c'est tout moi quoi. Donc, oui, moi, alors je m'avancerai pas là-dessus, mais pourquoi pas, Bastien. Dans Soul 6, il y a des chevaux, des poneys Shetland. C'est lequel votre préféré, Mathilde, si vous deviez en garder un et ramener à la maison dans votre petit appartement parisien? Alors, je sais pas si vous connaissez le dessin animé Spirit. Moi, c'est mon préféré. C'est un cheval en fait qui se balade en Amérique et il est beige avec une crête noire et je crois que j'en ai trouvé un sur le salon. Je sais pas si je vais réussir à le trouver, mais je crois qu'il est dans cette allée. Alors, il est pas très loin. Absolument voir ce cheval. Si je peux réussir à le retrouver, mais il est vraiment très très beau. En plus, il a vraiment une crête noire en plein milieu. Ah bah si, ça y est, il est là. Regardez. Spirit, tout craché. Il ressemble vraiment à Spirit. Moi, je veux vous le retrouviez et que vous gambadiez avec lui. Bon, si l'éleveur veut, bien sûr, parce qu'on a bien sûr des centaines de chevaux qui sont là, des centaines d'animaux, mais il y a aussi les éleveurs qui sont là pour pouvoir en parler et vous présenter aussi des races qui sont toutes différentes. Parce qu'on se dit un cheval, c'est un cheval, mais non, il y a tellement de races différentes et qui ont des utilités totalement différentes. Donc, on a vu le percheron, on a vu le poney des Shetland. Donc, si vous voulez les découvrir, ils sont juste à côté au pavillon 6. Merci Mathilde Couvillard-Flournoy pour cette magnifique présentation animalière. Et Manon, je tiens à rappeler d'ailleurs que si vous avez aimé cette petite présentation, vous pouvez le dire aussi sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé voir tous ces chevaux, en découvrir un peu plus, il y a le hashtag MRG et le hashtag évidemment à travers champ que vous pouvez utiliser sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Réagir même au live sur Facebook, c'est possible. Effectivement, et comme on le disait, donc réagissez sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, on va retrouver Alban Gamet de Saint-Germain, qui n'est pas très loin du tout. À deux pas, je dirais même. On ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup fatigué pour aller nous faire découvrir sa première animation du jour, mais ça, c'est très très sympa. Vous allez le voir. En tout cas, si vous voulez venir nous voir au salon, n'hésitez pas. C'est jusqu'à dimanche. Après, c'est fini et il faudra attendre un an, voire un peu plus. On n'espère pas, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de salon et on était très triste. Alban Gamet de Saint-Germain est avec nous en ligne. Alban, vous êtes juste à côté de nous, en fait. Vous êtes au pavillon France. Pour 20 minutes sous les mers avec les poissons tout simplement que vous pouvez retrouver quand vous allez vous baigner l'été, voilà, en vacances. On est au pavillon France, donc effectivement juste à côté du plateau. C'est pas trop fumé avec Alexis, mais c'est pas plus mal, hein, c'est le matin. Non, c'est pas du tout le matin en plus. On est en mode la simplicité, voilà, pavillon système, tout ça. Parce que même si c'est pas très loin, c'est très important quand même de vous faire découvrir ce pavillon
qui existe depuis 10 ans. En fait, Alors, la filière, alors Alban, je suis désolé, visiblement, même si vous êtes juste à côté de chez nous, la connexion a un petit peu de mal, c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas vous êtes au Pavillon France, vous aurez sûrement l'occasion de venir nous en parler, vous profitiez de l'animation qu'il y a des animations toute la journée au Pavillon France, et à chaque fois que vous passez devant le stand, l'animateur vous alpague pour vous faire participer, c'est très sympa, vous pouvez apprendre plein de choses sur les poissons. Malheureusement, on aura le temps d'en parler un tout petit peu plus tard, Manon, parce que maintenant, c'est le temps de découvrir notre première région. Eh bien, ça y est, on y va. Enfin, on y reste plutôt parce qu'on y est déjà en Ile-de-France. C'est votre région, hein. Là, vraiment, là, je vous suis laisse partie, les clés. là, c'est parti. Non, pour ça, on a Axel Rebaud qui est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Manon. Axel, pour une fois, effectivement, vous partez à domicile. Le banlieusard du 77 que vous êtes nous présente la région Ile-de-France et les spécialités de la capitale. À tous nos très chers agriculteurs, éleveurs et producteurs de France et de Navarre, permettez-moi de vous offrir un petit tour des horizons. Là, je joue à domicile, hein, comme le PSG cette année en Ligue des Champions à la finale au Stade de France. On y croit. On y croit. Promis, après je vous laisse aller visiter Paris. Je vous conseille de faire un petit tour de la place de l'Étoile. Ça va être pas mal, tu vas voir. Petite blague, ça vaut le détour, vous allez voir la place de l'Étoile. Enfin, vous allez en faire quelques-uns des tours. Ouais. Et une fois que vous aurez réussi à vous extirper de là, je vous dis, vous foncez à la première boulangerie qui passe. Là, vous allez vous acheter une petite baguette, pas trop cuite s'il vous plaît. Hein, c'est très important de dire ça. Toujours. À l'odeur du pain braisé qui sort à peine du four, on la sent, on l'aime autant que je sais pas. Moi, j'adore ça en tout cas. C'est une des choses que je pense. Vous êtes très bon en métaphore en tout cas. Vous allez regarder. Hein. Vous pouvez naturellement sublimer le pain avec un mythique jambon beurre. C'est simple, c'est bon, c'est la perfection. Et à présent, direction les terrasses parisiennes. C'est vrai que c'est le plus typique de la région en fait. Hein. Pour déjeuner, vous nous conseillez l'entrecôte. Saignante, hein, pas à point. Non, sinon le serveur risque de vous foutre une baffe. Hein. Non, je déconne pas, hein, ça m'est déjà arrivé. Oula. Avec ça, vous aurez les frites faites maison, tout juste sorties de l'huile. Et si vous aimez vraiment le pain, bon, vous pouvez toujours opter pour un croque-monsieur. C'est typique, c'est bon, c'est parfait, c'est la perfection. Et ce déjeuner, bien sûr, bon, il serait pas parisien s'il ne finissait pas par les meilleurs mini-burgers sucrés du monde. J'ai nommé les macarons, évidemment. Voilà, et là vous avez le choix. Hein. Vert, rose, rouge, jaune, bleu. Non, c'est pas les Power Rangers, c'est bien les meilleurs sucreries du monde, les macarons. Ouais, et vous aussi à la télé, découvrez votre niveau de daltonisme avec ces sucreries de qualité. Et n'oubliez pas, surtout Axel, le petit café serré en terrasse. Très important. Avec le dessert, tout en râlant évidemment sur les Parisiens qui passent. C'est la base. Et voilà, vous êtes vraiment un Parisien maintenant. Merci Axel. Moi j'adore le fait que vous compariez les macarons à des mini-burgers sucrés. Mais ça a toujours été ça pour moi dans mon enfance, vraiment. Vraiment pauvre en France. Heureusement, je vous en parlais il y a quelques instants, on était avec Alban de Saint-Germain, Gamay de Saint-Germain, en liaison juste à côté. Et il est revenu juste à côté de nous pour pouvoir nous parler du Pavillon France. Il est sur le petit plateau juste à côté, Alban. On vous a perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert pendant que vous étiez au Pavillon France? Écoutez, ce que je vous expliquais justement, c'est que ce Pavillon France regroupe depuis 10 ans finalement toute la filière de la pêche, les métiers de la pêche. C'était important, hein, comme finalement tous ces métiers. Oui. Pardon, comme tous ces métiers finalement, de se réunir autour d'un acteur commun, d'une association qui permet finalement de promouvoir déjà les métiers de la pêche, mais surtout de trouver des solutions pour beaucoup mieux travailler ensemble, trouver des solutions aussi, c'est le but, et plus responsable en termes d'environnement et d'écologie. Et à ce Pavillon France, il y a plein de choses à faire. Déjà, juste découvrir le monde sous-marin qui nous entoure, puisqu'on a quand même un beau pays qui est entouré de la mer et de la mer partout. On a la Manche, on a l'océan Atlantique, on a la Méditerranée. Et donc déjà, vous pouvez apprendre des choses. Ensuite, il y a un petit stand de réalité virtuelle, 5 minutes, où vous allez vous immerger dans les fonds marins. Vous allez pouvoir dire bonjour à certains poissons, avoir peur peut-être en voyant d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est 5 minutes d'expérience où vous allez vivre tout ça. Et puis, il y a des ateliers aussi de dégustation, des ateliers de cuisine qui sont proposés, qui permettent de savoir tout simplement, comment on travaille le saumon, comment on travaille la morue, comment on travaille tous ces poissons finalement, qu'on peut retrouver chez nos poissonniers ou en grande surface. Et donc voilà, c'est le Pavillon France qui est juste à côté donc, de notre plateau. Vous pouvez y aller et découvrir tout ça, tout simplement. Et vous avez goûté, Alban, parce que juste à côté, ils cuisinent du poisson à longueur de journée. Ils cuisinent de très bons poissons, mais du coup... On a les odeurs qui sont très bonnes déjà. Est-ce que vous avez fait un petit test? Coquille Saint-Jacques ce matin, excellent, excellent.
Excellent, c'est très bien cuisiné. Non, mais en fait, c'est un peu comme ce qu'on voit tout au long de ce salon avec les exposants qui viennent. C'est des passionnés finalement qui sont ici. C'est des passionnés qui travaillent leurs produits, qui les connaissent par cœur, qui savent comment faire, qui les respectent aussi. C'est très important de le répéter, qui respectent leurs produits et leur environnement. Et là, on a des vrais cuisiniers qui travaillent donc tout au long de la journée. Alors, pas tout le temps, mais en tout cas qui travaillent des produits. Donc voilà, coquilles Saint-Jacques, comme je vous ai dit, saumon, bar, tous les poissons, tous les mollusques aussi, tout ce qu'on peut retrouver dans nos fonds marins. Et c'est excellent, c'est délicieux et vous pouvez y aller. Et puis il y a plein d'animations aussi pour les jeunes. Et oui, c'est ça aussi l'objectif. Il y a un grand aquarium que vous pouvez aller voir. Voilà, pour toujours dans ce côté de partage et on va dire de transmission, de transition, eh bien, inculquer aux jeunes voilà, ce que c'est que les fonds marins, ce que c'est que la pêche, ce que c'est que les travaux de la pêche. Et voilà, c'est hyper intéressant, hyper complet. N'hésitez pas à y aller. Merci Alban Gamet de Saint-Germain donc, de nous avoir fait découvrir un petit peu la mer, parce qu'au sein de la culture, eh ben, oui, il y a aussi la culture de la mer. Et on va revenir quand même dans notre région Île-de-France où on a la Seine quand même, c'est quand même sympa oui, niveau c'est vrai, aquatique. faut dire. Mais on a surtout de la très bonne gastronomie avec des gâteaux qui sont là et puis surtout Sophie qui est là pour nous présenter ces gâteaux. C'est les deux gourmands, Adrien Hardy. C'est ça, bonjour Bastien, bonjour Manon et bonjour Sophie. Alors comment est-ce qu'ils sont fabriqués ces biscuits ? Alors ces biscuits, ils sont faits en Île-de-France parce que l'Île-de-France, c'est pas seulement notre belle ville de Paris. Les gens sont très étonnés quand ils viennent au pavillon régional de nous dire mais il y a des céréales, il y a des cultures de coquelicots, il y a des ruches. Bah oui, l'Île-de-France, c'est énormément d'exploitants agricoles. Nous sommes dans le 78, dans une ancienne ferme. Et tout est fait sur place. L'idée étant d'utiliser au maximum des produits circuit court. Donc, par exemple, là, j'ai apporté quelques échantillons. Le premier de nos produits, qui est peut-être le best au niveau des ventes, c'est coquelicot. Ce sont des coquelicots qui sont cultivés à Nemours, avec lesquels on fait une décoction, un sirop. Et le sirop de coquelicot est intégré à nos biscuits. Biscuits pour lesquels on utilise des œufs tout près de notre ferme qui est dans le 78 à Crépierre. D'ailleurs, on accueille les gens à la ferme et on est ravis de faire visiter la biscuiterie. On utilise également du sucre, par exemple, de Nangis, qui est de l'autre côté de Paris. Également du miel qui vient du Gâtinais. Donc, en fait, on essaye de mettre en valeur tous les produits d'Île-de-France. Bon, je vous avouerai que pour les biscuits au chocolat, la fève de cacao ne provient pas d'Île-de-France, mais le chocolat est fabriqué et travaillé en Île-de-France. Est-ce que ce serait possible de goûter simplement ? Ah bah oui, si quelqu'un a des ciseaux pour vous ouvrir les sachets, ce sera très volontiers. On va pouvoir y arriver à la main, non ? Voilà, oui, si, je pense que vous y arrivez. Non, ça ne doit pas être difficile. Axel Rebaud est doté d'une force. Alors en fait, on a commencé avec des biscuits sucrés il y a 10 ans. Et après, l'aventure s'est poursuivie avec toute une gamme de biscuits salés. Donc là, vous allez goûter un biscuit saveur au coquelicot qui a beaucoup de succès parce que ça remet au goût du jour une saveur que les anciens connaissent bien, qui est le coquelicot, mais que les jeunes découvrent. Et hier, je l'ai fait déguster sur le salon et il y avait vraiment des jeunes enfants. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Moi, j'ai connu, n'étant pas très jeune, les bonbons au coquelicot. Il y avait aussi des bonbons à la violette, mais c'est vrai que c'est une saveur qui est quand même assez rare par rapport à d'autres goûts. Alors effectivement, mais je trouve ça, je donne mon ressenti, c'est plutôt doux, je trouve, et c'est assez sucré. Enfin, je trouve que c'est pas un goût qui est très très fort. Non, c'est très léger, c'est très bon. Exactement. Ce sera beaucoup moins sucré, par exemple, qu'un biscuit au miel du Gâtinais. Ça y est, si je casse la boutique. Et qu'est-ce qui change dans la recette entre un biscuit sucré et un biscuit salé ? Ah, alors là, on va sans rentrer dans les secrets de production. En fait, il y a des choses qui changent, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. Mais ça va être aussi les dosages. Bon, c'est sûr que le coquelicot, vous n'allez pas le retrouver dans un biscuit au bleu de chèvre. Après, au niveau des farines, suivant les biscuits, pour des questions de texture, on choisit des farines différentes. Mais après, il y a des ingrédients qui ne changent pas. C'est-à-dire les œufs, on utilise des œufs bio. Ou des œufs des fermes voisines. Et il y aura des œufs, il y aura de la farine, il y aura des quantités différentes. Mais de manière surprenante, par exemple, il y a des ingrédients communs. Dans le biscuit au miel, qui lui est un de nos plus sucrés, on va avoir du miel du Gâtinais. Mais dans certains de nos biscuits salés, comme par exemple le biscuit au bleu de chèvre ou le biscuit à la tomate, vous pouvez également retrouver du miel, qui ne se sentira pas en première saveur, mais qui va apporter
en fait, qui va apporter le caractère et la particularité du produit. Alors moi je me permets, j'ai goûté le Coquelicot, c'est super bon, c'est très doux. Moi j'avais aucune idée de à quoi ça pouvait ressembler, et c'est une super découverte. C'est très doux, c'est très fin comme goût. Moi je serais curieux il y en a un à la moutarde. Alors essayez, oui, c'est très intéressant la moutarde. Alors, donc je me permets, comme on a les ciseaux maintenant peut-être. Nous on est plein ouest de Paris, mais plein est, vous avez Meaux avec la fameuse moutarde de Meaux, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la moutarde où les graines sont dedans. Et là l'idée c'était de faire un biscuit qui soit pas trop, il n'est pas piquant, il n'est pas fort, c'est-à-dire que les gens nous disent ah mais moutarde j'aime pas trop ce qui pique. Non, en fait il va pas être très piquant, mais par contre vous allez retrouver le goût de la moutarde et on y intègre la graine de la moutarde et vous allez voir ça apporte une grande douceur. Il est assez surprenant, il est original par opposition, d'ailleurs je ne l'ai pas apporté ici, à un biscuit plus traditionnel comme le biscuit à la tomate ou au comté. Il y a plusieurs saveurs. Comment vous choisissez les saveurs que vous allez mettre dans les biscuits ? Alors, la première motivation, on essaye d'être à l'écoute de ce que les gens nous disent, c'est-à-dire que les gens, nos clients, on vend beaucoup en boutique sur place, on fait visiter la biscuiterie. Et parfois, les gens nous disent « Ah, mais pourquoi ?» En fait, la demande de salé, beaucoup de gens nous ont dit « Mais ils sont top vos biscuits, pourquoi vous ne feriez pas des salés ?» Et donc, on est très à l'écoute. Après, je ne vous cacherai pas qu'on essaye de travailler des produits circuit court. Donc, par exemple, le bleu de chèvre, il vient il est produit par un éleveur de chèvres qui est également dans la région. Après, il y a quelques exceptions, évidemment, comme le cacao. Mais comment faire des cookies ou être une biscuiterie artisanale si on n'a aucun produit au chocolat? Donc, des fois, voilà. Et par contre, notre miel, il est produit... Alors là, j'ai apporté un pot qui est du miel du Gâtinais. Mais on a des miels dans toute l'île de France. Et c'est vraiment un miel... on récolte à la ruche, on rapporte à la miellerie qui est également dans la ferme à côté de la biscuiterie. Et on met en pot directement chez nous. Donc voilà, donc que des produits qui nous viennent de la belle région d'Île-de-France. En tout cas, c'était excellent. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à venir nous voir. Moi, j'hésiterai surtout pas. Et déguster surtout, parce que les gens qui viennent au salon, je pense qu'ils sont là pour se faire plaisir et voir les animaux, bien sûr. Et on le rappelle, vous êtes donc la biscuiterie Les Deux Gourmands. Les Deux Gourmands à Crépierre, dans le 78. Et bienvenue dans la plaine de Versailles à tous ceux qui veulent nous rendre visite sur place. Et merci, en tout cas, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Dans quelques instants, on continue à découvrir cette belle région d'Île-de-France avec cette fois-ci une boisson. C'est Raphaël Bardona qui viendra nous montrer cette boisson. Présenter. C'est de la bière. De la bière du Vexin, exactement. On n'en dit pas plus, on va voir. On aura aussi des produits. Alors, on va pas la goûter, mais, on va pas les mais en tout cas, on les aura. Moi, je préfère le rappeler directement. Bien sûr, la bière, c'est toujours à consommer avec modération. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants parce que tout d'abord, on va rejoindre Dimitri Hainaut dans quelques instants qui se fait plaisir. Il y en a qui montent sur des animaux, il y en a qui font du sport. Lui, je crois que il est plutôt en train de se faire masser. Il s'est arrêté dans un... Se faire masser, très bien. Écoutez, pourquoi pas. Dans un petit salon de massage. On est avec Dimitri Hainaut. C'est la pause détente pour vous, Dimitri, là. Qu'est-ce que c'est dur ce travail. Je suis en train de me faire masser. Alors, c'est pas des masseuses qui s'occupent de moi, c'est un fauteuil. Mais alors, au niveau technologie, j'ai rarement vu ça. Là, il est en train de me défoncer le bas du dos, ça fait du bien. Donc, nous sommes dans le pavillon cheval, des chevaux et des ânes. Et il y a sur ce côté, à côté du stand de l'agri-détente, plusieurs sièges qui proposent des massages. J'ai dû me sacrifier et essayer. Je vais laisser le percheron à Mathilde et moi je m'occupe du massage. Là, il est en train de me remettre la colonne, mais droite, nickel, après quelques jours de salon. Ça fait du bien. Donc du coup, voilà, on peut voir, il y a une petite tablette. Alors, j'ai même pas envie de bouger tellement je suis bien. Et cette tablette, en fait, scanne et voit que j'ai des douleurs un peu au niveau des cuisses et dans le bas du dos. Que ma colonne n'est pas super droite, ça je le découvre. Je vais peut-être aller voir mon médecin. Il scanne mon corps et puis en fonction de ma morphologie, il s'adapte au niveau de la longueur des jambes. Il me masse les pieds, il me masse les mollets, il me masse le dos aussi. Et voilà. Et on a des petites LED, ça dure un petit quart d'heure. C'est juste parfait. Voilà. C'est exceptionnel comme technologie. Alors venez l'essayer parce que après une journée au salon où on cavale un peu partout, on a les jambes un peu lourdes, c'est parfait. Et puis pour s'endormir après la digestion, c'est dangereux, ça. Faut faire gaffe.
Ouais, c'est parfait, j'imagine. En plus, on est sur l'agriculture, on consomme que de la bonne viande. Et là, ça va détendre la viande juste avant. On va faire des steaks de Dimitri ensuite. Là, on peut aller au salon, s'acheter une table de massage et repartir avec chez soi. Ça doit pas être très pratique quand même à ramener. Alors, c'est pas très pratique et surtout, bon bah voilà, on va aborder le sujet. Bah, c'est pas haute donnée non plus, quoi. C'est une très 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 belle technologie. C'est en train de me comprimer les mollets. C'est impressionnant. Il y a des petits coussins de partout. Non, mais du coup, voilà, c'est des fauteuils qu'on peut récupérer ici. Alors, le prix de base est de 3 000 €. Voilà. Mais on peut se le faire livrer à la maison et se retrouver avec des fauteuils comme ça. Faut avoir de la place quand même, parce que là, je suis totalement allongé. Faut quand même avoir un peu d'espace. Mais du coup, on peut venir et repartir avec, si jamais on a été convaincu par le produit. Bon, je pense que je vais rester un petit peu de temps. Hein. Venez me chercher peut-être demain matin, parce que là, je suis bien. Bon, bah parfait. Dimitri conquis donc par le massage. Oui, on espère quand même qu'il va continuer de se balader un petit peu dans le salon, qu'il nous abandonne pas comme ça. Je pense qu'il va rester là très très longtemps. On est de retour pour faire découvrir la région Île-de-France avec vous, Raphaël Bardena, mais aussi avec Madeleine Sargeret. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, super. Et vous venez de la ferme de Vixin, c'est ça? La ferme brasserie du Vexin. La ferme brasserie du Vixin, parce qu'on peut le voir bien sûr sur le plateau, vous nous avez ramené à boire, Raphaël. La ferme brasserie du Vixin, c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors c'est assez exceptionnel, Bastien, parce que votre spécialité, Madeleine, c'est la bière au miel. Voilà, c'est la bière au miel. Bière au miel, exactement. Et je vais pas vous mentir, j'ai goûté, avec modération toujours, on le rappelle évidemment chez vous. Et c'est assez particulier parce qu'on a ce côté doux, amer qui est assez, je vais pas dire bizarre, mais surprenant. Voilà, c'est le mot. L'orge présente dans votre bière, Madeleine, vient de votre propre exploitation. Alors comment vous faites ce mélange entre l'orge et le miel? Alors du coup, nous, juste pour rappeler, on est agriculteurs-brasseurs, on fait ça depuis 20 ans. Donc on a voulu garder le goût de notre céréale, le goût de notre terroir dans la bière. Et on a voulu faire une bière aromatisée avec un produit naturel. Et ça coulait de source de prendre du miel d'un apiculteur qui était de notre région en fait. Et du coup, c'est une bière tout en rondeur où vous allez avoir le goût de nos céréales et du coup la rondeur du miel en fin de bouche. Et voilà, c'est une bière qui plaît beaucoup, qui a gagné une médaille cette année au concours général agricole et qui a gagné aussi... Merci. Il faut le rappeler, hein, parce ouais, que c'est ça, tout le monde on ne gagne était pas. super contents. Et on a gagné 3 fois le prix de la meilleure bière au miel du monde. Donc c'était trop pour 2014, 2016 et 2021. C'est ça, exactement. Et on peut le voir là, en bas, juste sur sûr. l'étiquette, il y a World Beer Awards, meilleure bière du monde. C'est ça. Et les médailles, évidemment, du concours agricole. Voilà. Vous avez même le petit dépliant juste devant vous, Bastien, pour bien le montrer. Voilà, meilleure bière du monde. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Cette bière, je vais vous le prendre après. Hein. Je pense que je vais le garder précieux. Cette bière, elle a un degré d'alcool de 7 degrés. C'est plus que les bières traditionnelles qui sont à 5,5. Voilà. Du coup, nous, c'est plus une bière d'apéritif. Et par exemple, si vous aimez le fromage de chèvre, vous prenez notre bière au miel avec un toast au fromage de chèvre et vous allez vous régaler. Ah là, vous avez fait mon repas idéal, je pense. Mais bien sûr, toujours avec modération. Le chèvre, par contre, on peut y aller comme on veut. Comme vous voulez. Est-ce que le fait que cette bière soit plus forte fait qu'on ressente mieux le miel en bouche? Pas forcément. En fait, le fait d'ajouter du miel, ça va apporter un peu plus d'alcool puisque c'est du sucre. C'est ça aussi qui fait que la bière est un peu plus alcoolisée. Madeleine, vous l'avez dit, votre bière a été nommée 3 fois meilleure bière au miel du monde. Qu'est-ce qui, selon vous, la rend si spéciale? Je pense que c'est le fait que la terre soit notre cœur de métier et qu'on met vraiment notre cœur dans le brassage et dans le fait de faire ressortir nos céréales. La matière première, c'est super important pour nous. On défend notre région, on défend notre terroir et ça se ressent dans notre bière. Allez-y, Bastien. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, vous ne faites pas que de la bière au miel. Qu'est-ce que vous nous avez rapporté sur le plateau? Alors, on a aussi rapporté la médaille d'or du CGA cette année, qui est la brune, et une ambrée non filtrée qui a aussi remporté la médaille de bronze cette année. Voilà. Mais alors, moi, j'ai juste une question. Parce que vous êtes producteur au départ. Oui. Le métier de brasseur, c'est quand même un défi d'avoir cette double casquette. Exactement. En fait, on l'a appris sur le tard, le métier de brasseur. Et on a fait ça, c'est mes parents qui ont fait ça il y a 20 ans. Il fallait qu'ils se diversifient puisque les céréales ne payaient pas assez. Et du coup, ils avaient le choix entre de l'huile, des pâtes, de la bière. Et ils se sont dit, pourquoi pas la bière? Au pire, on peut la boire. Et au final, on la vend, on la boit pas. Vous l'avez dit, vous faites des bières plus traditionnelles, de la brune, de la blonde. Est-ce que la bière au miel, ça reste quand même votre best-seller, la plus vendue? C'est un peu notre bière signature, parce qu'on la trouve nulle part ailleurs.
Et le nom Vélioca, c'est le nom des habitants du Vexin au temps des Romains. Et du coup, les habitants du Vexin, ils se l'approprient, quoi. Et quand on gagne des médailles, ils sont trop fiers. Ils disent notre bière a gagné la médaille. Et ils ramènent leurs potes à la brasserie pour leur faire goûter. Enfin, c'est un engouement et on est super content de voir ça. Voilà. C'est bon, Bastien? Oui, j'ai encore du temps. Excusez-moi. Alors là, on les a pas ramenés, mais vous faites aussi des sodas comme le Vexin Cola. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a de différent du cola traditionnel? Alors il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de caféine. C'est l'eau qui est aussi un ingrédient important, il faut le rappeler, pour la bière et aussi pour les sodas. Du sucre et des arômes aussi naturels et un petit peu de colorant aussi pour le cola, parce que si on le vend et qu'il est transparent, les personnes n'en boivent pas. C'est assez triste ça, mais voilà. Et sinon on a de la limonade aussi. Quand est-ce que... Pas de caféine, mais il réveille quand même un petit peu votre cola quand même. Ça donne un petit coup de boost? Pas de caféine du tout. Ouais. Du tout. Mais ça reste un petit peu énergisant? Même pas. Non, c'est une boisson sucrée, surtout pour les enfants, parce qu'en fait, on est ouvert à la vente directe à la ferme le week-end. On s'est rendu compte que des familles venaient, et forcément, les enfants ne boivent pas d'alcool, ou même les adultes n'en boivent pas. Et on voulait proposer des produits sans alcool pour les enfants et les personnes qui ne buvaient pas d'alcool. Alors, il y a du cola, mais il y a aussi de la limonade. La Vexin limonade ou la limonade Vexin. Là aussi, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres limonades qu'on peut connaître? C'est la nôtre. Non. Non, mais pareil, on a décidé de faire une limonade assez légère. Et c'est marrant parce que les grands-parents viennent nous voir et nous disent c'est la limonade d'antan qu'on retrouve chez vous. Donc ça plaît à la fois aux plus âgés et aux plus petits. Et c'est quoi le prix, par exemple, la bouteille de bière au miel, combien elle coûte? Elle est à 4,30 € en 75 centilitres. Et sinon, là aussi en petite bouteille. Ça reste très accessible. Et combien de temps il vous faut pour la faire? Alors les bières, c'est un cycle minimum de 3 semaines. On ne peut pas la préparer la veille pour le lendemain, c'est pas possible. 2-3 semaines. Donc merci en tout cas d'être venu. Donc la ferme brasserie du Vexin. Brasserie du Vexin, on est au hall 3 si vous voulez venir nous voir. Et dans le Vexin, tous les week-ends, on est ouvert pour vous accueillir. Ah, parfait, vous savez où aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On continue cet épisode d'À travers Champs ensemble sur Émerger. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Émerger et à travers Champs, pardon, le hashtag À travers Champs. On découvre tous les jours un petit peu plus le monde de l'agriculture, notamment avec vous, Manon, puisque on découvre une nouvelle technique pour l'agriculture, des nouvelles façons de mieux produire, Manon. Et oui, Bastien, je me trouve donc avec Adrina Hardy qui nous a rejoint et avec Roland Grimaud. Vous êtes directeur de l'Union nationale des maisons familiales rurales. Adrina Hardy, je vous laisse poser vos questions et expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, donc, les MFR proposent un enseignement pour les jeunes, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Pour les jeunes qui veulent se destiner à la formation professionnelle dans différents secteurs, 18 secteurs d'activité, dont l'agriculture et tout ce qui tourne autour du milieu rural. Alors, je vous demanderai juste de rapprocher un tout petit peu plus le micro, qu'on entende au mieux l'invité. Pas de souci, Bastien. Alors, quels sont les niveaux d'études qui est concerné? Quels jeunes sont concernés par cet enseignement? On rentre un MFR à différents niveaux, mais on peut rentrer dès la 4e, c'est une particularité des MFR, pour découvrir le monde professionnel et puis s'orienter. Mais ensuite, on va aller en CAP ou bac ou BTS ou licence pro. En fonction du choix qu'on veut faire et de l'évolution qu'on veut avoir. Et par exemple, là on est au Salon de l'Agriculture, donc on va s'intéresser au cursus qui concerne l'agriculture. Quel enseignement spécial vous donnez par rapport à ce domaine-là? Alors d'une part, on prépare à tous les diplômes du ministère de l'Agriculture. Vous savez que le ministère de l'Agriculture a un champ de diplômes qui est assez vaste. Hein. Ça part de la production agricole à la transformation, la commercialisation, jusqu'au métier. Alors, des services à la personne en milieu rural, ce qui est important pour nous. Donc on prépare à tous ces diplômes-là, comme l'ensemble de l'enseignement agricole, avec des particularités. La particularité des MFR, c'est que nous ne faisons que de l'alternance. Nos élèves sont étudiants, sous statut scolaire, mais en alternance, au même rythme qu'un apprenti. Et on a aussi des apprentis dans nos maisons. Donc voilà, l'alternance et l'expérience en entreprise, quelle qu'elle soit, agricole ou autre, reste le fondement de notre pédagogie. Est-ce qu'il y a des cours pratiques pour les jeunes qui veulent devenir agriculteurs? Alors les cours pratiques en alternance, ils sont vraiment dans l'entreprise. C'est la situation en réel. C'est-à-dire lorsque vous êtes étudiant chez nous, vous venez une semaine ou deux à la MFR, donc formation, cours un peu de pratique, mais peu.
Et surtout, vous êtes 15 jours après ou 3 semaines en entreprise, dans une vraie entreprise. Et vous pouvez changer en plus. C'est-à-dire que vous allez faire une première série de stages dans un type d'entreprise. Et si vous voulez voir une autre production, vous allez dans une autre production, dans une autre entreprise. C'est vraiment la pédagogie du réel. C'est-à-dire qu'on est en entreprise, on échange avec son maître de stage ou d'apprentissage et on apprend les techniques vraiment in situ, en situation réelle. Aujourd'hui, Monsieur Grimaud, la formation, vraiment, elle est nécessaire pour les agriculteurs parce qu'on a quand même un peu cette image où les agriculteurs reprennent l'exploitation des parents, donc ils connaissent déjà un petit peu le métier. Aujourd'hui, vraiment, c'est important de se former à tout ce qu'il y a à côté, à l'étude des sols, à tous ces métiers qu'on ne connaît pas vraiment finalement. Bien sûr, c'est important parce que regardez l'évolution même au Salon de l'Agriculture. Vous veniez il y a 10 ans au Salon de l'Agriculture, vous n'avez pas les mêmes exposants. Ici, il y a la ferme digitale, etc. Les métiers de l'agriculture évoluent énormément. Et on sait que le demande aussi sociétale, environnementale, la consommation évolue. Donc les agriculteurs ont cette capacité à adapter leur production. Mais pour adapter la production, il faut avoir les bases techniques, mais aussi, vous parliez de comprendre son sol, etc. Et pouvoir petit à petit faire évoluer sa production ou en changer. Donc c'est quand même une gymnastique assez forte et il faut s'y préparer. Il faut être ouvert et surtout ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait déjà, comparer, analyser pourquoi cet agriculteur a fait comme ça et pourquoi dans mes terrains je ne peux pas faire comme ça. C'est toute notre pédagogie. Lorsque les élèves reviennent chez nous à la maison familiale, on les fait comparer leur système de production qu'ils voient différemment dans les maisons. Et voilà. Et donc, il y a des cours pratiques en entreprise, comme vous l'avez dit, mais aussi des cours théoriques. Où est-ce que vous les faites, ces cours théoriques ? Ce sont les 2 semaines à la MFR, qui est un établissement scolaire comme un autre, avec ses salles de classe, son internat, son foyer, etc. Et donc là, on a des enseignants, des formateurs qui vont amener le savoir théorique et essayer de faire le lien toujours entre la pratique qui est vue en entreprise et puis par contre les notions de biologie, pourquoi les plantes poussent comme ça, il y a des notions de biologie à acquérir. Voilà, c'est ce lien-là. Et ça se situe où en France pour terminer Alors, il y a on est un réseau de 430 MFR en métropole et outre-mer, donc disséminés sur l'ensemble du territoire, avec des maisons spécialisées dans la formation agricole ou dans l'artisanat. Enfin voilà, c'est un réseau. Merci Roland Grimaud. Merci Adrien Hardy, merci Roland Grimaud. Si vous avez envie d'apprendre les métiers de l'agriculture, ça se passe aux maisons familiales rurales. Merci Manon Blangis pour cette nouvelle découverte de tous les métiers de l'agriculture, tout ce qui fait avancer l'agriculture chaque jour. Et c'est le moment de passer à notre deuxième région de la journée. On a fait l'Île-de-France et maintenant c'est la Corse. La Corse, magnifique département, magnifique région. Votre région, évidemment. On peut le dire. La plus belle de France. Et vous êtes impartial. Bien sûr, super. Toujours. Avant de parler gastronomie avec notre invitée Julie Bolly, on aura l'occasion de parler des produits que vous nous avez ramenés. Et juste avant, Axel Rebaud, c'est lui qui va nous faire la présentation de la région. De la région, exactement. On prend le bateau avec vous, Axel, mais on reste bien en métropole. Vous nous emmenez visiter nos frères insulaires. Charcuterie, liqueur de châtaigne et steak de sanglier. Axel, vous nous souhaitez la bienvenue en Corse. Bienvenue mes amis, bienvenue sur une terre historique, la terre qui a vu naître les plus grands héros de l'histoire de France. Je pense bien sûr, vous l'avez compris, à Alizée, Benabar, Napoléon bien sûr, mais bien entendu Jennifer. Et oui, ils ont tous vu le jour sur l'île française. Mais bon, je ne sais pas si l'empereur lui il chantait bien, mais ce que je sais vu sa bedaine sur les peintures de la fin de sa vie, c'est qu'il n'avait pas perdu l'appétit, le bougre. Et justement pour l'apéro, laissez tomber les blinis avec du houmous et les cacahuètes. Non, il nous faut un truc consistant. Non, on est entre Corse. Ici, c'est planche de charcuterie de 3 kilos dès 3h du matin. Figatellu, Copa, Lanzou. Le porc corse est l'un des emblèmes de l'île. Il est nourri notamment de châtaignes pour commencer l'assaisonnement du plat dès l'adolescence de ce dernier. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai, les Corses, ils savent s'y prendre à l'avance. Et la Corse, c'est aussi des fromages locaux de chèvre ou de brebis pour accompagner tout ça. Et après 1 kilo de charcuterie et 1 kilo de fromage, ça ne fait que commencer, Axel. Alors, lorsqu'on a fini tout ça, 1 heure plus tard, on peut enfin passer au plat de résistance, le civet de sanglier, dont l'ingrédient principal, vous vous en doutez, est
Alors là, et bah l'oignon. Oui, il y a un piège. tout à fait. C'est ça, c'est le réflexe des Corses, on appelle ça le réflexe Charles Pasqua. Il faut un gros mytho dans la journée, c'est comme ça, sinon ils vomissent. Et ouais, la viande de sanglier par contre elle est marinée pendant longtemps, hein. C'est pas des blagues, on peut y rajouter des carottes, de l'ail, et pour relever le tout, chacun a sa préférence, de l'eau de vie, du myrte ou encore de la châtaigne, c'est très goûtu. Avec un petit verre de rouge ça passe tout seul, mais pour savoir si on aime, eh ben faut goûter. Et il y a du sanglier quand même? Eh ben bien Oui. sûr, oui. Bon, attention, en revanche, si vous n'aimez pas, les autorités corses ont l'autorisation de vous ramener en ferry direction le continent. Voilà, c'est prévenu. Merci très sérieux. Axel. Mais ils le feront pas, excusez-moi, j'ai cru qu'on allait enchaîner. On a présenté la Corse avec, bon, peut-être un petit peu de cliché, mais bon, ça Ouais, c'est bon enfant, c'est le bon jeu, enfant. mais surtout... C'est la spécialité d'Axel, On surtout. vient de parler de long en large de charcuterie et on a là des très beaux représentants qui sont juste ici et Julie Bolli pour nous les présenter. Alors, le nom, je voudrais pas écorcher, c'est AOP Corsica Terra Mille Gusti, c'est ça? Alors, parlez bien dans le micro. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Et on a Quentin Leport, voilà. Vous êtes là, vous avez goûté pour nous présenter. Bonjour Quentin. Oui, exactement. Je suis avec Julie Poli, donc, qui travaille pour l'AOP, comme vous le disiez, Corsica Terra Mille Gusti, si je prononce bien. Et donc, vous avez différents produits aujourd'hui que vous nous avez amenés sur le plateau très gentiment. Quel type de jambon est-ce que vous nous présentez? Alors là, vous allez avoir un jambon qui a 24 mois d'affinage. Où un porc en fait a évolué pendant 18 mois sur des parcours différents avec une alimentation qui est adaptée. Un mode de transformation aussi qui reste très simple en fait de base, hein, mais qui est propre à chez nous et à notre savoir-faire. Ensuite, vous avez la cope qui est un morceau aussi noble avec donc assez de gras et une viande persillée, du saucisson et là vous avez des petits échantillons en fait de jambon. Comment est-ce qu'on fabrique ces produits, par exemple, dans votre exploitation? Alors, déjà, il faut être passionné pour pouvoir faire ces produits. Après, c'est simple de base, hein. Il faut avoir des cochons de race corse, où ils sont nés, en fait, chez nous. On va les élever correctement et on va avoir des phases de transformation aussi qui vont correspondre aux saisons, donc du mois de novembre au mois de mars. Depuis quand est-ce que vous avez cette activité? Vous êtes depuis toujours dans ce milieu ou alors vous l'avez rejoint par la suite? Alors moi, je suis enfant d'agriculteur, j'ai toujours été au milieu des cochons et je travaille pour mon propre compte depuis plus de 5 ans maintenant. Et quelles particularités ont ces jambons par rapport à d'autres, par exemple, qu'on pourrait retrouver dans d'autres entreprises familiales? Je vous propose simplement qu'on goûte en même temps que vous répondez à cette question. Avec grand plaisir, Manon. Alors, donc là, c'est le jambon, c'est ça? Alors là, c'est un jambon de 24 mois, pardon. 24 mois. Magnifique. Manon, je Comme vous en du bon prie. vin, il faut attendre un peu avant de pouvoir déguster. Je me ça. sers. Hein, chez nous, Alors, en fait, c'est quoi pour la déguster les spécialité produits, il faut être patient. Il y a du saucisson et du jambon. De c'est du jambon. En fait, en Corse, on appelle ça au prisouto. Ouais. C'est le jambon sec. Je vais bien goûter aussi. Bah, il faut bien que vous présentiez quand même le produit. Il veut manger toujours, lui. Moi, j'ai une question. Vous parliez du cochon corse. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette race? On a du nord de Bigorre, on a différents cochons dans plusieurs régions. Le cochon corse, c'est quoi son truc? Alors en fait, le porc noustral et le cochon corse, c'est un porc qui a été adapté en fait à notre patrimoine. Voilà. C'est un porc qui est façonné en fait pour s'intégrer à notre nature, où il a besoin en fait d'être sous des chênes, sous des châtaigniers. Il a besoin d'évoluer sur de grands parcours et ne pas être en fait parqué tout simplement, quoi. C'est des animaux en fait qui sont sauvages, qui ne sont pas élevés dans des enclos véritablement. Alors, c'est des animaux, on peut considérer ça comme des animaux sauvages, mais en fait ils sont très domestiques, hein. On les a domestiqués, hein, nos cochons. Mais c'est des cochons en fait où on va les envoyer en fait sur des parcours qui sont adaptés pour leur alimentation. Nous en fait on va faire un travail de complément d'alimentation, mais la base en fait ils vont la trouver seuls. Voilà, par rapport aux chênes, aux châtaigniers, un autre patrimoine en fait. C'est ça qui va leur donner un goût peut-être particulier. C'est ça. Et donc avoir un goût tout à fait singulier qu'on ne retrouve pas ailleurs peut-être. Voilà, la charcuterie corse, elle a le goût de notre île, hein, tout simplement. Exactement. Bah, merci infiniment d'être venu pour représenter. Merci Julie Poli. La et on magnifique, vous retrouve dans votre exploitation qui prononcez peut-être comme vous le nom de votre exploitation parce que je l'ai mal prononcé tout à l'heure. Nous c'est Luzugurtsu. En fait
un savoir-faire à l'ancienne qui est perpétué en fait, le zougourt. C'est ça en fait la signification. Bah, merci encore d'être Merci venu nous beaucoup. présenter. En tout cas, le jambon est excellent. Excellent, on vous retrouve c'est dans la région merveille. Corse. On retrouve maintenant, dans quelques instants, Dimitri Hainaut. Il a pris un peu de hauteur. On voit ça dans quelques instants. Merci encore d'être venu. Et Dimitri Hainaut, comme je vous le disais, qui a pris de la hauteur, qui a arrêté de se faire masser. Qui a arrêté. Peut-être. C'est bien. Il a pris la décision de se relever de Il travaille. du salon de massage et il est sur un toit, il me semble. Il est parti au Sur un pavillon toit, 6. d'accord. Oui, sur un toit. Ben, vous savez, après le massage, il est prêt pour faire tout ce qui est N'importe extrême. quoi. Il est bien détendu. Dimitri Hainaut, qui est avec nous en ligne avec une vue panoramique qui est pas mal sur Paris. Alors, vous allez être déçus, mais il n'y a pas de vue panoramique là où je suis, parce que c'était prévu qu'on aille sur le toit du pavillon 6. Mais au final, on est resté sur un petit backstage, des petits trucs officieux qu'on n'a pas le droit de vous montrer normalement. Mais avec Mathilde Couvillère-Fornois, on s'est fait plaisir. Nous sommes dans le pavillon 6. On a les visiteurs qui sont juste là. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. Voilà, ils sont tous ici, en train de visiter le salon de l'agriculture. Eh bien, nous, on est tout simplement dans un endroit où on n'a pas le droit d'être. Nous sommes à côté des salles de réunion où sont négociés plusieurs contrats et surtout où est décidé l'avenir de l'agriculture. Venez avec moi. Donc, voilà, salle de réunion du salon de l'agriculture. Voilà, donc le thème de la réunion d'aujourd'hui, transition agricole et énergétique, agri-énergie, l'agriculture au cœur des énergies renouvelables. Voilà, c'est le thème de la réunion qui a eu lieu aujourd'hui à 11h. Donc bon, voilà, c'était très simple comme thème. Je ne sais pas s'il y a une salle qui est ouverte, on va essayer. Alors, j'ai pas bien entendu votre question, Dimitri. En tout cas, c'est magnifique. À chaque fois, on se croirait dans un épisode d'enquête exclusive où on découvre des endroits Avec interdits. la voix suave aussi de Dimitri C'est On vrai. a trouvé, regardez, on est dans une salle de réunion. On a réussi à rentrer dedans. Voilà, donc c'est ici, on peut voir que ça a été utilisé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et du coup, nous sommes dans les salles de réunion qui sont utilisées pour parler de l'avenir de l'agriculture, parce que le salon de l'agriculture est aussi utilisé pour ça, pour pouvoir discuter sur les technologies, sur l'évolution de l'agriculture, pour trouver des solutions par rapport notamment à toutes les technologies qui arrivent. On parle des tracteurs autonomes, on parle de toutes ces méthodes-là. Donc voilà, c'est ici que globalement, on décide de beaucoup de choses. Et puis on peut voir les petites fenêtres qui ressemblent quand même beaucoup à des trucs des meurtrières, hein, tout simplement en disant les termes. Hein. Et on peut voir, non là on les verra mieux. Voilà, il y a tout le monde qui est en train de passer, tout le monde qui est en train de visiter, de dire bonjour aux chevaux, de dire bonjour aux ânes. Et on voit les centres de massage où on était tout à l'heure. Et bien là maintenant, on parle avenir agriculture ici. Merci Dimitri Hainaut. Alors par contre moi je ne me porte pas garant hein, parce que c'est totalement illégal hein, ce qu'il fait. Il est entré par effraction. Non, mais on n'a rien vu, rien entendu, hein, évidemment. Dans une salle. Mais oui, parce qu'il faut le rappeler, le salon d'agriculture, c'est l'occasion pour le grand public de découvrir des plats, des boissons, mais également aussi pour les professionnels eh bien, d'avoir une émulation. C'est un petit peu comme quand il y a le festival de Cannes par exemple, les Exactement. producteurs viennent vendre leurs films. Et ben là c'est pareil, le salon d'agriculture, les agriculteurs peuvent se rencontrer entre professionnels. La distribution rencontre les producteurs. Enfin, c'est un rendez-vous très important pour tous les producteurs, les agriculteurs qui sont là, les éleveurs aussi. Et c'est très important pour le développement de l'agriculture en France. On est avec vous, Alban Gamet de Saint-Germain, je vais y arriver. Parce C'est que pas grave, je vous pardonne. on continue notre zoom sur la belle région de Corse. On a eu le jambon du cochon corse il y a un instant, mais là, il y a de la liqueur sur la table. Et vous êtes avec monsieur. Pierre-Antoine. Avec Pierre-Antoine, vous êtes très fort parce qu'effectivement c'est de la liqueur. Je reconnais à chaque fois. C'est l'entreprise. Alors j'ai eu un petit cours, Pierre-Antoine m'a donné un petit cours de prononciation avant d'arriver parce qu'on me dit Allez-y. ça s'écrit So Corsu, comme nous parisiens on dirait comme ça, sauf que c'est So Gorsou, si je prononce bien. Bonjour, oui, effectivement, c'est Sogours. On va insister un peu sur la prononciation du C. Donc ça va plus donner un G si on l'écoute comme ça. Donc ça se prononce Sogours. Et alors du coup, parlez-nous de cette entreprise qui a été fondée il y a 8 ans. Les liqueurs, qu'est-ce que c'est que la liqueur pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, nous, on a fondé la société avec Alors, mon je ami. demanderais juste de bien mettre le micro devant votre bouche. Voilà, ce serait parfait. C'est ça. Donc, on a fondé cette société avec mon ami Pierre-Paul Broustine il y a 8 ans, qui lui est producteur d'agrumes, donc de tout ce qui était clémentine, citron. Donc, après, en partant de là, on a commencé à chercher d'autres orientations par rapport à nos produits.
Et la liqueur est un peu venue facilement, on va dire, par rapport à ce qu'on faisait. Donc on a commencé sur ces 2 produits qui étaient le limoncello au citron et le clémoncello à la clémentine. Et on a agrandi notre gamme avec d'autres produits de chez nous, comme le cédra, qui est un citron typique de chez nous, qui est de la famille du citron, mais qui est beaucoup plus gros. C'est un pomelo beaucoup plus imposant, qui a la taille d'un melon. Après, on a fait avec de la menthe aussi. Et là, je vous ai amené la cerise. Et on a une gamme assez complète avec des plantes, de la nébida, qui est on va dire une cousine éloignée de la marjolaine. Et aussi de la myrte, qui est aussi un produit typique de chez nous. Et voilà, donc on a une gamme de 7-8 liqueurs, en essayant bien sûr toujours de l'améliorer. On essaye de sortir une liqueur en plus par an, en essayant de chercher des nouvelles saveurs et des nouveaux produits. Voilà. Et alors ça justement, ce travail, déjà combien de temps par exemple il vous faut pour faire une liqueur, pour produire une liqueur? J'ai pu goûter avant les liqueurs, une liqueur à la menthe et une au cédra. Alors, je vous cache pas, j'ai ma petite préférence pour celle au cédra. Vraiment, elle est très légère, c'est très fin. Je m'attendais à quelque chose de plus non, plus lourd. C'est assez sucré. Plus péchu, quoi. Voilà, c'est assez sucré. Alors, on essaye de rester sur une gamme d'alcool d'une liqueur à 30 degrés, ce qui est déjà pas mal. Après, si vous voulez, comme on part sur quelque chose de fruité, c'est des fruits assez sucrés. Automatiquement, plus c'est frais et plus le sucre va prendre le dessus sur l'alcool. Donc, c'est un peu des liqueurs un peu traîtres, on va dire. On va dire ça comme ça. Toujours à consommer avec modération. Avec modération. C'est le bon moment pour le dire. Voilà, mais c'est des liqueurs un peu particulières, assez traîtres. C'est-à-dire qu'on va avoir surtout un goût sucré en bouche. Ouais. Bon, sur la partie fruits. Après, pour tout ce qui est plantes, comme la nébida, la myrte, où effectivement, à ce moment-là, le produit n'a pas tellement de sucre, on va plus avoir une saveur d'alcool dans la bouche et un petit goût derrière qui va venir. Et parce que du coup, les produits, quand vous les récupérez, par exemple la myrte, vous en parliez, il n'y a pas de sucre, enfin moins de sucre, Non. vous rajoutez rien. C'est vraiment, Non. vous avez le produit brut. Et... On utilise juste le produit, on fait ça en système de macération, c'est-à-dire qu'on utilise de l'alcool blanc à 96 degrés, qu'on va ensuite tout simplement faire macérer avec les fruits, avec les baies, avec les zestes. Et passer un certain temps de macération, on va couper ces produits avec de l'eau sucrée. Donc finalement, le processus est assez facile et assez simple. Et ça va nous permettre d'avoir ces liqueurs un peu fruitées, à consommer très très fraîches du coup, pour vraiment que toutes les saveurs ressortent. Et ça justement, par exemple, celle au cédra, la liqueur au cédra, à quelle occasion, à quel moment on la boit? C'est plutôt un apéritif, c'est plutôt un digestif, Ça dépend. Tout ce qui est partie fruitée, c'est quelque chose que vous pouvez consommer aussi bien en apéritif ou en digestif. Après, la partie plante, c'est-à-dire elle va être un peu plus sèche en bouche, un peu plus forte en alcool, à ce moment-là, c'est plus un digestif de fin de soirée. Mais voilà, la partie fruitée, plus en apéritif aussi, ça peut très bien passer, comme la clémentine. Après, on travaille ça sur différentes formes, on fait des cocktails, donc à ce moment-là, c'est plus quelque chose qu'on peut aussi prendre en apéro. Donc la partie sucrée, vraiment, est valable sur avant et après le repas. Et effectivement, j'ai goûté la liqueur à la menthe avant. Alors, je n'ai pas cité de marque, mais ça m'a fait penser à un autre alcool bien connu, qui est vert. Et je trouve effectivement que c'est déjà, vous l'avez servi bien frais, Pierre-Antoine, mais surtout, on sent effectivement que c'est moins sucré. Quand on a l'habitude d'en boire toujours avec modération, bien sûr, c'est moins sucré, mais c'est hyper bon. Mais alors, au niveau de l'infrastructure, où est-ce que vous vous trouvez en Corse Alors, nous avons un magasin qui se situe à Bastia, en centre-ville. D'accord. Et après, mon ami Pierre-Paul Brustini, qui est le gérant de cette société, a les exploitations sur la plaine de Borgo et Luciane, qui se situent à environ une petite demi-heure au sud de Bastia. Dans la région bastiaise. En Haute-Corse. Comment est-ce que c'est une grosse infrastructure ce que vous avez, ou finalement pour faire de la liqueur on peut le faire de façon à avoir quelque chose de plus modeste, ou moi j'ai aucune idée de comment ça se fait. Vous voulez des tips pour faire ça chez vous? Pas du tout. On vous donnera quelques tuyaux, ne vous inquiétez pas. Non, c'est quelque chose qui est très très facile à faire. Comme c'est un processus entièrement de macération, on n'a pas besoin de voir de très très gros locaux. Il suffit d'avoir un peu de place, bien sûr, pour stocker tous les produits, mais vous ne faites que macérer et après, c'est le produit qui travaille tout seul. Et alors, petite parenthèse, mais peut-être quand on parle de macération, pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe, c'est quoi le principe de la macération? Alors, la macération, c'est tout simplement faire tremper, si je peux dire comme ça, des zestes, des baies, des produits dans de l'alcool blanc.
et laisser un certain temps se Combien diluer. de temps exactement? Ça dure combien de temps pour ce liqueur? Ça Alors, dépend des ça dépend des saveurs? produits, c'est ça, tout à fait. Vous avez des produits comme la cerise où finalement le fruit, la peau du fruit est très très fine. Et à partir du moment où il y a un contact avec de l'alcool, je rappelle c'est de l'alcool à 96-97 degrés, donc ça peut effectivement, ça se dissout très vite. Après, pour tout ce qui est citron, cédra, clémentine, à ce moment-là, le zeste, parce qu'on n'utilise que le zeste et pas le fruit en lui-même, hein, uniquement que le zeste, là le processus est un peu plus long. Ça peut varier de 15 jours, 3 semaines. Et donc tout ça, finalement, derrière, vous donne cette liqueur et après que vous mettez en bouteille et qu'on peut retrouver en Corse ou alors au Salon de l'Agriculture cette année. Effectivement, et merci beaucoup d'être venu Merci à nous vous présenter de nous avoir vos invités, produits c'est gentil. régionaux. Et à travers Champs, ça continue. On a fait le tour un petit peu. On arrive avec Jean-Baptiste Vervy. C'était la fin de la première partie d'À travers Champs. Maintenant, vous savez tout de l'Île-de-France et de la Corse. Mais ne bougez surtout pas parce que dans quelques instants, on attaque la deuxième partie de cette émission. Juste avant ça, Manon, donc, vous avez un homme qui se donne pour les autres. C'est Jean-Baptiste Vervy. Non, Jean-Baptiste Vervy, vous êtes cofondateur des Agriculteurs ont du cœur. Vous avez un très joli t-shirt d'ailleurs qui le montre juste ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement les Agriculteurs ont du cœur? Ça marche. Alors, les Agriculteurs ont du cœur, c'est une association qui a vocation à mettre en avant ce que font de bien les agriculteurs d'un point de vue social, solidaire et humaniste. Alors, comment c'est né exactement? Alors, je sais que c'est nous, pour rien cacher. MRG est aussi partenaire des Agriculteurs ont du cœur. Comment cette initiative elle est née? Alors, l'histoire des Agriculteurs ont du cœur, elle est née l'année dernière, au moment du Salon de l'Agriculture. Le tout début, c'était ça. Il y avait peu de salons, justement. Il y avait des étudiants, en fait, qui, d'habitude, devaient bosser sur le salon. Et on se dit, bah tiens, ils sont là. Et puis, à l'époque, on voyait dans les médias, justement, d'autres étudiants qui galéraient, qui allaient chercher l'aide alimentaire. Et on se dit, il y a un truc à faire. Et à l'époque, on avait lancé l'année dernière une petite chaîne aussi de mobilisation. On avait pris des étudiants de l'IDREA, on avait appelé plein d'agriculteurs et on avait collecté 100 tonnes de denrées alimentaires. Mais on l'avait fait comme ça. Et après, on s'est dit, mais non, mais ça peut perdurer. Et donc, on a créé l'association, on a essayé de professionnaliser. Et depuis, on a fait plein d'autres opérations, y compris celles qu'on va faire cette année au Salon de l'Agriculture. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Globalement, vous parliez de 100 tonnes l'année dernière, c'est déjà énorme pour les banques alimentaires. Vous parliez aussi de plusieurs opérations qui ont eu lieu toute l'année. Il y a eu quoi exactement ? Alors, on a eu d'autres opérations comme ça autour des salons agricoles. Par exemple, au SPACE, on a collecté une journée de lait qu'on a réussi. En fait, parce que nous, on ne fait pas. On met en avant des choses qui existent déjà ou alors on crée des synergies avec des gens qui ne parlent pas mais qui devraient parler pour faire des choses de belles. Et en fait au SPACE par exemple qui est un salon professionnel à Rennes, on a pris une journée de collecte de lait, la directrice nous l'a offert, 10 000 litres et Lactalis par exemple a collecté ce lait, mis en boîte et donné aux banques alimentaires. Ça c'est une opération, on en a fait plein. Une autre qui est sur un autre sujet, une marque de tracteur qui nous a fait confiance, Landini, qui nous a dit ouais c'est vachement bien ce que vous faites, moi j'ai pas spécialement d'idées, on leur a filé des idées. Aujourd'hui quand les 100 tracteurs qui vont vendre de leur nouvelle série sont stickés les Agriculteurs ont du cœur, ils reversent un petit peu d'euros à une association, les Blues Roses, qui sont une association qui aide les enfants malades dans les hôpitaux. Et on va essayer de faire le lien avec l'agriculture. Donc voilà, l'alimentaire, mais aussi des autres aspects qui sont socialement très importants pour notre société. Voilà. Donc des initiatives extrêmement importantes, super quand même pour beaucoup de ces personnes qui en ont besoin, pour les banques alimentaires, pour d'autres associations, vous en avez parlé. C'est la première fois que le monde agricole se mobilise comme ça? Alors, non, le monde agricole est globalement solidaire et il y a déjà des initiatives. Par exemple, il y a Solal qui est déjà une structure qui organise le don, par exemple sur le don alimentaire. Nous, ce qu'on rajoute, c'est de faire briller plus fort. C'est d'accélérer, c'est de décloisonner, c'est d'hybrider les mises en relation, parce qu'en fait on s'aperçoit que il y a plein d'acteurs. La solidarité, ça cause à tout le monde en fait, hein. Quand tu te rentres le soir après ta journée, tu regardes dans ta glace, tu dis ah, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, tiens j'ai fait ça, ah, je suis content, voilà. Et donc il y a plein d'acteurs qui peuvent être mobilisés et donc nous bah voilà, par les réseaux des différentes personnes dans l'association qui viennent de différents horizons, c'est l'idée de toujours mettre du festif. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans la solidarité qu'on peut pas mettre du festif. Au contraire, faut se marrer. L'idée c'est de décupler en fait ce qui se fait déjà et de provoquer des choses nouvelles. Mais il y a déjà en fait une solidarité qui existe depuis longtemps.
Alors vous en avez parlé tout à l'heure, vous allez le voir, on aura une émission spéciale qui s'est présentée donc sur TV Agri et sur MRG Média avec donc les agriculteurs ont du cœur. C'est pour montrer justement tout ce que font les agriculteurs qui ont rejoint donc les agriculteurs ont du cœur. L'objectif c'est quoi cette année ? Alors, cette année, sur le salon de l'agriculture, on a mixé en fait, on a repris un objectif de don alimentaire avec une barre à 200 tonnes. C'est le double l'année dernière, mais je crois qu'on va l'exploser. Tout à l'heure, ça va envoyer du rêve. J'ai entendu aussi quelques dons, je pense que ça va arriver. Vous avez réussi à mobiliser beaucoup de gens sur le salon ? Ouais, ça va être vraiment très intéressant, très important. Et en fait, on a mis beaucoup de convivialité derrière tout ça. On a lancé en amont des agri-défis, c'est-à-dire depuis un mois sur les réseaux, on a lancé ça avec des influenceurs et toute personne qui devrait se mobiliser, des partenaires, des défis sportifs plus ou moins loufoques qui généraient un déclenchement de dons. Enfin bref, c'est une mécanique pour dire voilà, si j'ai gagné ceci, telle structure va donner. Et ça encourage la structure à donner, d'autant plus que par exemple, on a un champion olympique de judo ex-coach de Teddy Riner qui est dans la partie. On a des influenceurs qui est connu, Bruno Cardo, Gilles Becca, Thierry d'aujourd'hui. On va avoir des artistes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir mixé en fait tout un tas de profils différents qui s'intéressent à la solidarité. On a des stagiaires là qui ont fait un boulot de malade pendant le salon de l'agriculture, qui ont été voir les uns les autres. Donc, ce qui est très fort, c'est de travailler sur cette histoire du don et d'arriver à emmener une vague qui s'intéresse. Et là, via le côté agri-défi, sans se prendre la tête, un truc un peu drôle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Baptiste Verbis. Donc je rappelle que vous êtes cofondateur Les Agriculteurs ont du cœur et on vous retrouvera évidemment dans cette grande émission qu'on présentera aussi sur MRG. Merci. Effectivement, n'hésitez pas à retrouver donc l'opération Les Agriculteurs ont du cœur. Ce sera tout à l'heure de 16h à 18h donc pour cet élan de solidarité. Et restez bien avec nous parce qu'on est encore ensemble pour une trentaine de minutes sur MRG. On va découvrir ensemble d'autres producteurs, mais pas de nourriture cette fois-ci. Et oui, on sera plutôt du côté... Il n'y a pas que ça évidemment sur le salon de l'agriculture, pas que des producteurs. On sera au côté... quand le produit n'est pas fini, du coup des animaux, pour Effectivement. la demi-heure qui suit. Et puis avec des animaux qui vont faire fondre votre petit cœur. Moi je les ai vus hier avec deux petits invités surprises. Il y aura aussi la chronique high-tech également. Et aussi on aura le plaisir de découvrir un métier assez méconnu mais qui est indispensable. Il y aura un maréchal ferrant avec nous dans quelques instants pour nous parler de son métier. Dans quelques instants on retrouve notre duplexman Alban Gamay de Saint-Germain qui sera dans un endroit totalement mystère. Là pour le coup, on ne sait pas encore. Voilà, on n'a pas encore d'informations. Mais en même temps, il y a tellement de choses à faire au salon. Voilà, on l'a vu tous les jours précédents si vous étiez avec nous. Il y a des escape games, des choses à découvrir, des jeux. Il y a plein de choses. Si vous venez avec vos enfants, ils ne s'ennuieront surtout pas. Et tout à l'heure, je disais que Alban Gamay de Saint-Germain, je ne savais pas où il est. Et en fait, je sais maintenant. Vous savez, la petite voix dans l'oreillette vous l'a dit. Il est là, il est juste à côté en fait. Il est juste à côté de nous, Alban, et vous êtes accompagné. Exactement, oui, je suis juste à côté de vous. Je suis avec Aldric. Aldric qui est chargé des services forestiers et des entrepreneurs de territoire. Voilà, Aldric, on va parler. Hier, j'ai voulu vous emmener découvrir les métiers de la forêt, notamment parce que ça fait partie de ce salon de l'agriculture. C'est important, les forêts, de savoir aussi les métiers qui nous entourent dans ce domaine-là. Et du coup, pour en parler, je suis avec Aldric. Donc Aldric, qu'est-ce que vous faites exactement à ce salon ? Bonjour, bonjour Alban. Et donc en fait, sur ce salon, avec l'interprofession de toute la filière bois, nous, les entrepreneurs de territoire, on représente les métiers de la forêt. Donc ceux qui travaillent, les bûcherons, les sylviculteurs, ceux qui récoltent le bois et ceux qui reboisent pour la forêt de demain. Et donc ici, sur ce salon, on vient à la rencontre des gens pour leur expliquer notre métier, nos métiers, il y en a pas, nos métiers sont très diversifiés, et aussi pour rencontrer des jeunes qui sont intéressés dans cette filière. Et alors aujourd'hui, est-ce que déjà, après un an d'absence, est-ce que le retour est positif ? C'est toujours très agréable de retrouver les gens, de les revoir en vrai, on va dire. Et après beaucoup de réunions en visio et en distanciel, de pouvoir resserrer la main et de rencontrer les gens et de revoir. Et on a eu des très bons contacts hier et avant-hier sur les métiers. Pour présenter, il y avait des jeunes intéressés et quelques moins jeunes sur des reconversions. Des personnes qui souhaitaient se réorienter vers des métiers plus forestiers, plus environnementaux.
Et donc on a pu j'espère, donner quelques réponses intéressantes. Et justement, pour inciter, pour faire découvrir un peu plus cette ambiance et ces métiers, vous avez apporté un petit casque de réalité virtuelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y va? Alors, peut-être qu'on vous voyez à l'antenne en ce moment même les images, justement, on a pu tester avec Quentin Leport hier, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on découvre? Donc dans ce casque de réalité virtuelle qui est posé sur le stand France Sylva, France Bois Forêt dans le hall 4, c'est un casque de réalité virtuelle et quand vous le mettez, vous vous mettez à la place d'un ouvrier, soit en exploitation forestière, en récolte de bois, soit en sylviculture, donc en plantation ou en entretien d'une forêt. Et donc ça permet de se rendre compte vraiment de ce que vit. Et en même temps, vous avez l'ouvrier vous explique son métier par l'oreillette, on va dire. Et donc vous avez vraiment... pendant quelques minutes, son métier, comme si vous étiez aux commandes de la machine ou en train de planter vous-même l'arbre. Voilà. Et oui, et ça on l'a testé hier. Alors je vous cache pas qu'on a un peu une tête d'abruti quand on met un casque de réalité virtuelle, mais c'est pas grave, au moins on découvre tout ça. Et puis il y avait un autre sujet que vous vouliez aborder, Aldric, qui est important aujourd'hui pour vous, c'est la sécurité. Voilà, exactement. Les forestiers, ça reste un métier un peu compliqué, un peu dangereux. Et donc toute la profession forestière, depuis les gestionnaires forestiers, les experts forestiers, les travailleurs que nous sommes, et même les exploitants, et l'ONF aussi nous a aidés, c'est pris à corps de ce sujet. Et donc nous avons créé une application qui permet, quand vous êtes en forêt, que vous soyez un professionnel ou un particulier, un randonneur, un chasseur, si vous avez un accident, de signaler plus rapidement votre position aux pompiers, en leur donnant rendez-vous ou en leur indiquant que vous êtes à proximité d'un point que eux connaissent. Et donc vous leur donnez rapidement ce point, c'est une série de chiffres très rapides, et eux connaissent déjà ce point, savent comment s'y rendre. Et donc si vous êtes à proximité, ils vont gagner énormément de temps pour vous retrouver. Voilà, c'est une application qui est gratuite, qui est facile à télécharger sur Google et Apple Store. Et donc on recommande beaucoup à tous les gens qui aiment la forêt, qui se baladent en forêt, professionnels ou non professionnels, de la télécharger et de l'utiliser pour se repérer, pour voir un peu s'il y a un souci, malheureusement, voilà, qu'on puisse arriver plus vite sur zone. Voilà, vous l'aurez compris, c'est très très complet, c'est très précis. Donc cette petite application, si vous êtes fan comme moi de balade en forêt, n'hésitez pas à la télécharger et n'hésitez pas, surtout si vous êtes au salon de l'agriculture, à vous rendre sur le stand de France Sylva pour découvrir tout ça, les métiers notamment de la forêt et tester ce casque de réalité virtuelle. Merci Alban pour cette présentation de cette initiative intéressante. On continue cette émission ensemble. On va découvrir un nouvel objet high-tech, une nouvelle initiative également pour pouvoir améliorer la vie des agriculteurs, améliorer les façons de produire en France. C'est l'un des défis de ces années, pouvoir produire mieux avec moins de place. Et on est ensemble avec Manon. Vous êtes avec notre invité et Quentin Leport. Eh bien, exactement, j'ai rejoint Quentin Leport qui est avec Timothée Bézamy, c'est ça, de la société IFEN. Quentin Leport, je vous laisse expliquer ce que c'est. Bonjour Timothée. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui votre entreprise IFEN. Alors, on n'entend pas notre invité. Est-ce que vous nous entendez Alors, là, je vous entends mieux. Sur le plateau, Bastien. Il faut bien parler proche du micro. On vous très entend. Proche du micro. Très bien. Ça marche, entendu. Alors, comme je le disais, on est aujourd'hui avec Timothée Bézamy qui va nous présenter la société IFEN, et une société qui a vocation à dépolluer des sols. Alors, visiblement, il y a un petit problème de micro, je suis désolé. On va changer de micro, on vous entendra encore mieux, et comme ça, on entendra votre invité. Le changement est fait. Est-ce qu'on peut entendre Quentin Leport? Allez-y, Quentin. Est-ce que ça fonctionne? Alors, visiblement, ça. Alors, prenez le mien, et c'est pas grave. Ça marche pas. Hop, on change de micro. On va micro. vous en prêter un. Merci Manon. Alors comme je le disais, je suis avec Timothée Bézamy qui travaille pour la société IFEN. C'est une entreprise qui a vocation à dépolluer les sols en encapsulant notamment des champignons. Est-ce que c'est bien ça, Timothée? Alors oui, exactement, c'est ça. Donc on a un procédé où... Vous voulez que je tienne? C'est bon. On a un procédé où on vient utiliser des champignons qui dépolluent les sols. On s'attaque surtout aux hydrocarbures dans les sols. On a des champignons qui libèrent une enzyme qui viennent casser les chaînes de molécules très complexes des hydrocarbures. Et une fois ces chaînes de molécules cassées, on se retrouve avec des résidus qui ne sont plus dépolluants pour le sol. Si je comprends bien, l'objectif c'est un petit peu d'utiliser des choses qui existent dans la nature dans le but d'entretenir la nature, de la préserver d'une certaine façon.
Exactement, c'est ça. Donc c'est des procédés qui existent dans la nature. Nous, on n'a pas inventé des champignons, c'est pas quelque chose qui est OGM. C'est vraiment quelque chose qui existait déjà et on est venu l'apporter, nous, en fait, grossièrement, on entraîne ces champignons pour se battre contre les pollutions aux hydrocarbures. C'est vraiment ça, on les entraîne, on les élève, on fait des cultures de champignons. Et on a également mis au point une technologie pour protéger ces champignons avant de les amener sur les sols pollués, qui est une technique d'encapsulation par les algues. Et ça s'adresse à qui, du coup, l'activité que fait IFEN? C'est pour des particuliers, pour les villes, pour les terrains publics ou alors plus privés? Alors le gros de notre activité, c'est surtout pour les entreprises de construction, donc sur les friches industrielles, tout ça. Il y a une réglementation qui fait qu'on est obligé de dépolluer les sols avant toute construction. Donc avec la réglementation, ça oblige les entreprises, on est là, on est présent, on a un produit qui est prêt pour eux. Et maintenant, cette technique d'encapsulation qui est un petit peu annexe, qui sert notre produit, mais qui est également prête pour d'autres peut-être entreprises qui ont des intrants, qui ont quelque chose à apporter pour l'agriculture, est prête et on s'ouvre à de nouveaux marchés. Aujourd'hui, la dépollution des sols, Timothée Bézamy, c'est essentiel. Il y a vraiment énormément, je veux dire, est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui de dépolluer les sols? Alors oui, évidemment. En fait, on s'est rendu compte que on ne pense pas que tous les sols sont pollués, mais dès qu'on vient faire les tests, à peu près tous les sols ont des résidus, soit d'hydrocarbures, soit de pesticides, soit tout ça. Jusqu'à présent, en fait, on déplaçait le problème, il me semble. C'est-à-dire que on prenait la terre pour la mettre ailleurs, et maintenant, on cherche surtout à la traiter à l'endroit où elle se trouve. Exactement, on a une gestion des déchets qui est très archaïque, que ce soit en France et en Europe en général, que ce soit la pollution plastique, on la prend, on la déplace, on la ramène beaucoup dans les pays asiatiques. Je pense beaucoup à ça, aux déchets nucléaires également, on va chercher à déplacer le problème. Et la terre, c'était pareil, on la prenait, on la déplaçait à un endroit où ça posait plus vraiment de problème. Donc nous maintenant, l'idée c'est, on a ces terrains, on a cette terre, on ne cherche pas à déplacer le problème encore une fois, c'est vraiment directement traiter le problème sur place. Et c'est un traitement qui fonctionne pour tout type de pollution? Alors, la majorité, donc nous, on s'attaque vraiment surtout aux hydrocarbures. On a pour projet peut-être de s'attaquer à la pollution plastique dans quelques années. La solution n'est pas encore au point pour les plastiques. Pour les hydrocarbures, c'est le cas. Par contre, pour l'instant, ce qu'on a vu pour les métaux lourds, on ne peut pas encore s'attaquer aux métaux lourds, mais qui sait ce qu'on va trouver dans pas longtemps. On est encore en très grosse phase de développement et de recherche, donc il y a de la place pour de nouvelles idées et de nouveaux procédés. Merci Quentin Leport d'avoir pris le temps de nous présenter cette nouvelle technologie pour aider les agriculteurs à mieux travailler. – 15h12 sur MRG, on est ensemble dans cet épisode d'À travers champs. On est ensemble encore pour une quinzaine de minutes. Le temps passe extrêmement vite. Le temps passe trop vite avec vous, Manon Blanchis, comme toujours. Et surtout, on a le plaisir de accueillir un producteur. Cette fois-ci, pas de nourriture, pas de boisson. Et non. Adrien Hardy. On est avec des fers à cheval et on est avec Benoît Malbert. Bonjour. Bonjour. Donc vous nous avez apporté quelques fers à cheval un petit peu personnalisés. Oui. Comment vous avez fait finalement? Eh bien, monsieur est maréchal Ferrand déjà. C'est bon à dire. C'est vous-même qui les créez. Oui, je les crée. Non, je les achète. Vous les posez, pardon. Je les pose. Ça fait 25 ans que je suis maréchal, voilà. Donc j'ai eu pour le salon, pour l'occasion du salon, nous avons fait donc des créations, voilà. Donc soudés, voilà, des repose-plats, des cœurs, voilà. Donc j'ai amené aussi plusieurs sortes de fer, tout ce qui au niveau des matériaux, voilà, donc j'ai de l'aluminium, des fers en caoutchouc, et puis deux sortes au niveau des tailles pour montrer la différence de taille qu'il peut y avoir. Et comment vous avez eu l'idée de faire justement de faire ce genre de choses avec les fers à cheval? Tout simplement par rapport au salon, voilà, juste pour que les gens faire découvrir le métier du maréchal ferrant, le métier ancestral, le maréchal ferrant, au plus grand nombre. Et pour ça, pour que les gens repartent avec un petit souvenir, tout simplement un petit souvenir, et qu'ils soient posés chez eux. Et voilà. Justement, le métier de maréchal ferrant, il consiste en quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il consiste au premier plan à mettre des chaussures, entre parenthèses, aux chevaux, voilà, sachant que naturellement, marcher sur du béton, sur du pavé, voilà, c'est pas naturel, donc ils s'usent trop fort les pieds, et à la longue, ils emboîtent, voilà. Et donc ça peut amener derrière des conséquences. Un cheval qui souffre, c'est une chose, mais derrière ça peut amener d'autres conséquences, voilà, par de la compensation au niveau du dos, des épaules ou autre. Enfin, le cheval de base n'est pas montable et surtout il souffre. Donc c'est un rôle crucial
il est très crucial de ferrer les chevaux, de mettre des fers pour protéger les pieds. Ouais, parce qu'on le rappelle, un cheval c'est fait pour se mouvoir sur une surface un petit peu meuble, de la terre. Il Oui. n'est pas fait pour être sur l'origine, quelque oui. chose d'aussi dur que du béton. Tout Moi à j'ai fait. juste une question. Le métier de maréchal ferrant, c'est quand même un métier qui est de plus en plus rare. Comment est-ce qu'on en vient à se dire je vais être maréchal ferrant, c'est ma passion, c'est comme ça que j'ai envie de gagner ma vie? Comme vous dites, c'est qu'une passion. Ça peut être qu'une passion. Moi, je l'ai découvert très tôt, à 12-13 ans, et ça a été un réel coup de foudre. Voilà. Donc, je ne suis pas posé de questions. J'étais amoureux des animaux, en l'occurrence des chevaux, et j'ai vu faire une fois un maréchal, et ça a été voilà, comme je vous dis, un vrai coup de foudre. Et donc, après, j'ai enchaîné l'apprentissage. Et puis donc ça fait 25 ans que j'y suis. Quoi, voilà. Mais ça peut être qu'une passion, c'est qu'un métier de passion. J'imagine. Vous êtes donc normalement maréchal ferrant. Vous avez commencé à vendre des fers à cheval personnalisés pour le salon de l'agriculture. Vous allez continuer après le salon de l'agriculture à faire ce genre de personnalisation? Je pense, oui, pourquoi pas, quand je vois le succès, entre parenthèses, comment ça plaît aux gens, oui. C'était pas prévu, mais pourquoi pas, oui. Et alors là, on a des tailles qui sont extrêmement différentes. Donc on a les dessous de plat qu'on a vu, les Oui. personnalisations. Là, je sais pas si on va bien voir la caméra, mais d'un côté, on a. J'ai amené les deux extrêmes, voilà. Alors ça, c'est pour quel type de cheval? Un cheval de trait, tout simplement, ouais, pour vraiment des gros pieds et puis très épais pour l'usure. Tout à l'heure, on a eu un duplex avec un percheron. Oui, Pour par exemple. ce genre de cheval. Voilà, pour percheron. Et encore, c'est un poil petit pour un percheron. Parce qu'il y a encore une taille au-dessus. Et donc, pareil, pour un petit poney, voilà, ça fait le plus petit fer qui existe sur le marché. Ouais. Et comment ça se passe? Alors, il y a différentes matières. Comment vous choisissez en fonction du cheval? Parce qu'il y a la taille, mais j'imagine qu'il y a d'autres, comment dire, caractéristiques qui entrent en compte pour les chevaux. Il y en a un qui est chromé. Il a l'air plus léger que les autres, celui-là. Il est bien plus léger. Donc, il est en aluminium, voilà. Donc, c'est par rapport à la légèreté. Et aussi les ondes de choc. Par rapport à un cheval, par exemple, qui fait de l'arthrose. Voilà. Donc, le fait qu'il tape au sol, ça fait des ondes de choc et ça peut stimuler l'arthrose. Ou tout simplement, c'est un confort extrême. Voilà. Une sensation, le cheval il a la sensation d'être pieds nus, tout simplement. Eh ben, merci beaucoup, Benoît Albert, donc maréchal ferrant. C'est moi qui vous remercie. Dans quelle région déjà? Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Sud de l'Oise, autour de Chantilly. Voilà, donc si vous avez besoin de faire ferrer votre cheval, voilà, ça peut arriver, vous savez où aller. On vous retrouve dans le pavillon 6, donc là où il y a tous les équins, juste à côté. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. – 15h17 sur Émergé et on parlait des chevaux, mais il y a plein d'autres animaux qui sont présents au Salon de l'Agriculture, des plus grands mais aussi des tout petits et des tout mignons. Et Mathilde Couvillère-Flornoy est avec deux d'entre eux, deux petits animaux qui sont adorables. Mathilde, vous êtes en compagnie d'un éleveur. Alors Mathilde, on vous entend peut-être pas très bien, donc est-ce que si on peut avoir un micro? Mathilde, regardez le micro. En tout cas, vous êtes avec Yves Desforges, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, allez-y Donc on est avec Yves qui est éleveur à la base de lapins, mais il s'occupe là pour le salon des cobayes ou des cochons d'Inde. Et effectivement, c'est qu'il y a une différence notoire entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, le cochon d'Inde, c'est le cobaye qui n'est pas sélectionné par rapport à son phénotype et par rapport à sa couleur. Le cobaye, c'est celui qui fait l'objet d'une sélection par nos éleveurs. Et ensuite, vous avez une autre race qui existe encore au Pérou, le cuy, qui fait, lui, 3 kilos. Alors, celui-là fait 1,2 kg à peu près. Oui, beaucoup plus petit. Et donc, il y en a un deuxième en dessous qui, lui, a été primé. En fait, il a reçu la meilleure note de tous les cobayes sur le salon. Et c'est un cochon... Non, c'est un cobaye, effectivement. Voilà. Alors, un Californien doré. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, celui-là? Alors, c'est un Californien doré. L'autre, c'était un unicolore à poil lisse blanc, qui, comme son nom l'indique, est unicolore. Bon, alors, pour prendre un cochon d'Inde... Alors, il s'enfuit, les cochons d'Inde, ils ont envie de... Il faut le prendre par-dessus les épaules, comme ça. Voilà. Pour comme pas lui ça, faire vous lui mal, faites pas comme mal. ça. Voilà. Donc, lui, il a un dessin caractéristique de la face, du nez et des oreilles, qui est différent du pelage du corps. D'accord. La caractéristique du cochon d'Inde, c'est d'avoir une tête qui doit tenir. Quand vous ouvrez les doigts comme ça, la forme du crâne doit correspondre à l'ouverture des doigts. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être Attention, pincé. il s'échappe. Non,
Non, faites-moi pas peur. Non, Ils sont là, ils sont là. Voilà. Ensuite, il doit avoir des oreilles en forme de pétales de rose. Ici, alors le gros problème avec les cobayes de sélection, c'est que pour les identifier, puisque chaque cobaye est identifié, c'est sa plaque d'immatriculation, c'est sa carte grise. C'est son prénom un petit peu. Il n'y a pas de prénom sur le salon, mais... Non, mais on va dire que c'est pour les différencier, on leur donne... Non, c'est plus que ça. C'est parce que nous, en tant qu'éleveurs sélectionneurs de race pure, on est obligé d'avoir une traçabilité au niveau de nos animaux. Donc vos chiens sont pucés, les vaches sont bouclées, les cochons aussi, et les cochons d'Inde donc sont pastillés, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on leur met une pastille dans l'oreille quand ils sont tout bébés, comme un piercing, si on veut. Et dessus est marqué le numéro de la bague, l'année, tout ça. Et si on recherche au niveau de la traçabilité, on va savoir que ce cochon d'Inde appartient à telle personne, qu'il est né telle année dans tel élevage. Contrairement aux cochons d'Inde d'animalerie, qui eux sont cochons d'Inde, là c'est du cobaye, puisque c'est de la sélection, eux sont identifiés et identifiables. Et justement, pourquoi il n'y a pas beaucoup de cobayes sur ce salon? On a beaucoup plus de lapins, et pourquoi ils sont moins représentés? Parce que le problème, c'est que la sélection du cobaye est assez compliquée, puisqu'il y a pas mal de coloris, il y a pas mal de choses comme ça. Vous voyez beaucoup de cochons d'Inde en animalerie, mais qui ne correspondent pas vraiment aux critères de sélection que nous, on attend en tant que sélectionneurs de race pure. C'est-à-dire lesquels, par exemple? Eh ben, la forme du crâne, comme je vous l'ai expliqué, qui doit être busqué comme ça. Ici, vous voyez, ici, ça rentre bien dans l'arc de cercle de mes doigts. Ensuite, le coloris. D'accord? Ça, en animalerie, je vous défie de trouver un cochon d'Inde comme ça. Vous allez avoir des bleus, des blancs, des rouges, des verts, toutes les couleurs. Ensuite, au niveau du type et de la taille, puisque la masse est imposée dans le standard, tous ces cochons d'Inde-là répondent à un standard. Ce qui fait qu'un teckel ne ressemble pas à un Saint-Bernard. Ben, nous, les cochons d'Inde, c'est pareil. Cobayes, pardon. Au niveau de la nourriture, qu'est-ce qu'ils mangent, ces petits cobayes? Le cobaye, le cochon d'Inde ou le cuit sont très difficiles à nourrir parce qu'ils ne fixent pas la vitamine C. Donc on ne peut pas les nourrir avec de l'aliment basique lapin. On est obligé de leur donner des compléments, soit de l'aliment spécial, cobaye, cochon d'Inde ou cuit, parce que au bout d'une semaine, si vous nourrissez un cobaye avec de l'aliment lapin, il décède. D'accord, carrément. Et alors ils viennent d'où ces cochons d'Inde? Ils sont élevés où? Alors ils viennent de différents éleveurs en France. Et ils sont venus là pour participer au concours. Ici, bon, cette année, malheureusement, on s'éloigne un peu du sujet, mais on n'a pas de volailles, pas de pigeons. À cause de la grippe aviaire, évidemment. Voilà, donc l'effort a été fourni au niveau des lapins et des cochons d'Inde et des cobayes, pardon. Et donc, là, cette année, nous n'en avons que 4, parce que bon, c'est un élevage qui, comme je vous ai expliqué, est très compliqué. Et il y a très peu d'éleveurs qui en élèvent, parce que il n'y a pas souvent de débouchés. Oui, justement, pourquoi on élève des cochons d'Inde en France, surtout? C'est pour l'animalerie? C'est pourquoi? Non, nous, les éleveurs qui les élèvent, bon, en animalerie, on n'a plus le droit d'en vendre, nous, en tant que particuliers, puisqu'on n'est pas des éleveurs professionnels, on n'est que des éleveurs particuliers. Donc, nous, c'est la sélection carrément d'avoir le plus beau cobaye du moment, de l'exposition. En fonction des variétés. Ces deux-là pourraient être champions, lui dans sa variété et lui dans son autre variété. Merci beaucoup Mathilde Couvillard-Fournoy de nous avoir présenté donc ces deux magnifiques cochons d'Inde, un marron et un blanc. Des cobayes, évidemment, cobayes, oui, cobayes, pardon, excusez-moi, je viens de ruiner tout ce qui vient d'être dit pendant 5 minutes. Non, les cobayes, merci beaucoup, en tout cas, ils sont extrêmement mignons, donc vous pouvez aller les voir, ils sont tout près de notre plateau. Et un qui est un petit peu plus loin de notre plateau, c'est Dimitri Hainaut. Lui, il est sur le toit d'un pavillon, le pavillon 7, il me semble, Dimitri. Exactement, Bastien. Avec Alban, on a décidé de prendre de la hauteur. Je vous l'avais promis tout à l'heure, on n'a pas pu le faire. Maintenant, c'est possible. Nous sommes sur le toit du pavillon 7. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, puisque de toute façon, il y a un parking qui est juste là. Mais on vous le montrera pas. On va vous montrer un truc nettement plus sympa. C'est la vue sur tout Paris. Voilà, on peut admirer la Tour Eiffel, tous les immeubles qui sont à proximité de la porte de Versailles. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus au Salon de l'Agriculture, là, c'est l'arrière du pavillon 3 qui est coupé en plusieurs morceaux, mais c'est l'arrière du pavillon 3, c'est là où on mange, c'est là où on a le pavillon des régions. Tout au fond là-bas, là où il y a là où il y a la grue, tout là-bas, c'est le pavillon 1, c'est là où il neige
Je sais pas si on vous le voit très très bien, mais bon voilà, c'est tout au fond, on est à l'opposé de Neige. On est clairement au point le plus au sud du salon de l'agriculture et de la porte de Versailles. Nous, on est juste là, pavillon 4, on est caché là, dans l'ombre, en dessous du périphérique, qui est bouché. Il faudrait peut-être prévenir Anne Hidalgo. Mais voilà, c'est une des vues les plus sympas de ce salon de l'agriculture et surtout de la porte de Versailles, puisque on peut prendre de l'air, on est en hauteur, on n'est pas agglutiné comme sur tous les autres pavillons. On peut voir vraiment à quel point, en fait, tout simplement, le salon de l'agriculture et surtout le salon de la porte de Versailles est juste colossal, parce que là on voit juste 3 pavillons, on ne voit pas tous, on les voit pas tous, il nous manque encore le pavillon pour tout ce qui est ânes et chevaux, il nous manque aussi le pavillon des Outre-mer, enfin voilà, on n'en a que quelques-uns, donc du coup c'est une très très belle vue, très agréable, très romantique. Très romantique. Alban pourra confirmer, il a une histoire assez personnelle avec ça et qui nous confiera tout à l'heure ou alors à la fin de la semaine. Donc voilà, c'est une petite vue assez sympa, on vous fait sortir du plateau, on vous fait profiter et puis surtout avec cette belle tour Eiffel avec le beau ciel gris parisien. Oui, parce qu'on le voit, l'installation est immense. Il faut pouvoir accueillir toutes ces personnes qui viennent de la France entière pour profiter du salon de l'agriculture. Est-ce que d'ici, vous le voyez, il y a du monde dans les allées aujourd'hui encore? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de camions qui déchargent des animaux, ce genre de choses? Eh bien, écoutez, c'est encore calme au niveau des visiteurs. Voilà, on a du monde, mais beaucoup moins que les années précédentes. Mais ce que je vous expliquais déjà hier ou avant-hier, c'est que certes, il y a un peu moins de monde, mais les gens sont encore plus heureux de revenir, comme Alban l'expliquait lorsqu'il était avec Véronique. Voilà, c'est que les gens sont heureux de revenir, ils sont contents de cette édition des retrouvailles. Certes, moins nombreux, mais vachement plus contents de nous rejoindre. Alors après, il nous reste encore 2 jours de salon, il nous reste encore demain et dimanche, le dernier jour, où là, c'est week-end. En plus de ça, vacances de région parisienne. Donc là, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de monde demain et après-demain. Mais aujourd'hui, c'est encore assez calme, mais c'est pas si mal pour profiter du salon. Et ça va sûrement être moins calme ce soir parce qu'il me semble que sur le toit du pavillon où vous êtes, il y a la boîte de nuit, le T7 qui est juste derrière vous. Donc, exact. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce soir, Dimitri, qui est derrière nous. Dans tous les cas, je pense que vous allez vous amuser. Merci Dimitri, en tout cas Eno, de nous avoir fait visiter ce salon de l'agriculture, d'avoir pris un petit peu de hauteur. Voilà, vous avez vu l'intérieur des pavillons. Là, vous voyez leur toit, ça change de perspective. On a, pour finir cette émission, Manon est avec Alexis Bragard. Manon. Et oui, Alexis, vous nous faites tout simplement le programme de cet après-midi. Qu'est-ce que vous nous avez prévu pour nous occuper alors Alors au Manon, salon de l'agriculture, évidemment. Manon, vous vous souvenez lorsqu'on avait reçu les chiens de transhumance sur le plateau ou pas? Très mignon, je m'en souviens très bien. Et maintenant, on va pouvoir passer à la méthode réelle. On va vraiment comprendre comment ils marchent. On va suivre Frédéric, un éleveur qui commentera leurs actions en direct, qui expliquera comment mieux comprendre et comment marchent ces chiens, comment ils arrivent vraiment à guider les moutons et que les moutons ne s'égarent pas du troupeau. Très bien, et Alexis, vous nous proposez d'en apprendre plus aussi sur les lapins. Oui, Manon, la ferme pédagogique vous propose d'en apprendre plus sur les différentes races de lapins. Si vous voulez en adopter un, comment il faut faire. S'il y a certaines espèces qui sont plus adaptées à la maison qu'aux appartements, on en apprendra plus. La ferme pédagogique proposait aussi d'apprendre comment sont élevés les lapins en cage ou alors en pleine liberté, en plein air. Selon les espèces. Et puis, on ne peut pas faire un salon de l'agriculture, Alexis, sans prendre l'apéro. Exactement, Manon. J'ai déniché un stand pour toute l'équipe. On pourra déguster des produits venant d'un cochon fermier tout en profitant d'une bonne bière. Cette animation est proposée par un éleveur. L'éleveur aussi proposera d'en apprendre plus sur la fabrication de la charcuterie, du jambon, tout ce qu'on aime, et de tous les produits en lien avec le cochon, comme les pieds de cochon aussi. Mais Manon, juste une dernière chose, une petite indiscrétion. J'ai réservé une table pour toute l'équipe pour 19h ce soir. Écoutez, c'est parfait. Je ne savais pas, mais c'est magnifique. Merci Alexis en tout cas pour ce programme qui s'annonce chargé entre les lapins, les chiens et surtout l'apéro et le restaurant ce soir du coup pour clôturer cette journée de salon. Merci Alexis Bragard. Merci Manon Blangis et merci Alexis Bragard donc pour le programme de cette journée de demain. On va le suivre à la lettre, en tout cas dans les allées du salon. Et parce que c'est déjà fini cet épisode de À travers champs, le 7e déjà de ce salon international de l'agriculture 2022. Merci à vous Manon Blangis de m'avoir accompagné. Merci Bastien Cochet, c'était un plaisir évidemment. Et demain vous revenez
Absolument pas. Pas du tout. C'est Pas pas du moi. tout. C'est pas vous. Vous avez tout faux. Non, en tout cas, vous revenez et c'est dans à peine une demi-heure. Pour les agriculteurs ont du cœur, vous serez Exactement. accompagnés. De Jean-Paul Hébrard, de TV Agri et de Raphaël Bardona. Voilà, on se retrouve pour 2 heures d'émission à suivre absolument parce que je peux vous le dire, voilà, les agriculteurs ont du cœur, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est une initiative qui est extrêmement importante pour toutes les personnes qui en ont besoin. Donc rendez-vous dans une demi-heure, Une petite demi-heure. à 14h, voilà, pour suivre cette grande émission. 16h. Demain, À 16h. Pas à 14h. À 16h, voilà, je dis n'importe quoi dans les horaires aujourd'hui, mais à 16h évidemment, et c'est jusqu'à 18h. Et demain, évidemment, on retrouve 2022 l'invité et à travers Champ, Bastien. Effectivement, à travers Champ avec 2 nouvelles régions qui seront à l'honneur. Ce sera les Hauts-de-France et la Martinique. Donc je remercie toutes les équipes de MRG, toute la rédaction et puis les équipes techniques qui nous ont aidés à faire cette émission. Une très bonne journée à vous, chez vous, que ce soit sur le salon ou chez vous sur MRG.